Salut Hugo, salut Mousse. Salut Salut Alex. Alex. Comment vous allez? Ça Vas-y. va bien, merci et toi? Bah écoutez, ça va très bien. Donc bienvenue à vous chez Synthé Inside. Ah, Merci merci pour Oui. l'invitation. Ouais. merci d'avoir répondu favorablement à notre demande d'interview. Alors pour ceux qui ne vous connaîtriez pas encore, on est aujourd'hui avec Hugo et Mousse, qui sont deux membres éminents du très bon site Paris United. Donc voilà, on est très content de vous avoir et on va aborder plusieurs sujets avec vous aujourd'hui. On va parler de Paris United, de votre histoire, de votre actu. On va évoquer le PSG. On va forcément parler d'Adil Aouchiche et de la finale de Coupe de France qui opposera nos deux clubs. Donc première question, celle qu'on pose à tous nos invités. Voilà, comment vous allez et comment se passe le déconfinement pour vous à Paris? Vas-y, Hugo. Ah bah écoute, moi, pour te répondre, Alex, j'ai passé les 2 mois et demi de confinement chez mes parents en Meuse, donc voilà, j'étais loin de Paris. Et ensuite, le Canal Football Club a été reprogrammé pour 5 émissions, et comme j'y travaille, bah, mon chef m'a appelé pour me dire, tu reviens sur Paris, donc je suis revenu depuis 1 mois et demi. Là, le CFC a pris fin dimanche dernier. Retour le 23 août, donc voilà, depuis je suis retour sur Paris et le déconfinement se passe bien. Écoute, on a fait attention et on fait toujours attention, évidemment. Yes. Mousse? Bah écoute, moi le confinement il s'est passé en région parisienne. Moi je suis marié, j'ai 2 enfants, donc écoute, c'était un peu compliqué, mais voilà, on a respecté le confinement, on est resté à la maison et on a bossé quoi. Donc voilà, il fallait trouver du contenu pour le site, il fallait faire des interviews à distance, etc. C'est ce qu'on a fait pendant toute cette période de confinement. Et puis après le déconfinement, bah, on a appris à revivre normalement, ou en tout cas, c'est monté crescendo. Et aujourd'hui, bah, c'est plutôt cool, quoi. C'est ça. Eh ben, écoutez, c'est des bonnes nouvelles. Alors, dans un premier temps, comme évoqué, on va parler de vous, Paris United. Alors, Paris United, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, mais Ah ouais. c'est un site qui a pour objectif d'informer les amoureux du PSG sur la vie du club, sur les coulisses du club, de donner des informations exclusives en matière de transfert sur l'équipe professionnelle, mais également de donner une tribune aux supporters du PSG pour qu'ils puissent s'exprimer. Voilà, le résumé est bon. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, on est parti d'un. Paris United, c'est parti d'un compte Twitter. Il n'y avait pas de site, il y avait rien du tout. C'était uniquement des infos partagées via un compte Twitter. Et à la sortie du premier livre, bah, écoute, on a décidé de devenir un vrai média en faisant un site d'information. Et aussi, on s'est rapproché du club pour pouvoir avoir des accréditations, couvrir les matchs. Et aujourd'hui, on est un vrai média à part entière. On a une chaîne YouTube, on fait des interviews, on fait des podcasts, on écrit sur l'histoire du club aussi. Tu parlais des coulisses, des informations, oui. Un peu moins qu'au tout début parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On a beaucoup d'activités au sein de ParisUnited.fr. Ouais. Donc, bah, on essaye toujours d'avoir des infos. Par exemple, on a révélé avant tout le monde l'arrêt de Thiago Silva, enfin l'arrêt de sa carrière au Ouais. PSG en tout cas. Ah ouais. Ouais. Donc voilà, ça c'est une des grosses informations qu'on a révélées cette saison. Et à côté de ça, comme je te dis, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de parler de l'histoire du club. On a fait beaucoup et on continue à en faire. On essaye d'avoir des gens, des anciens du club, des dirigeants, des entraîneurs, des anciens joueurs, etc., qu'on a en interview pour faire vivre cette histoire du Paris Saint-Germain, dont beaucoup pensent qu'il n'y avait rien avant l'arrivée des Qataris, alors il y avait beaucoup de choses qui se sont passées avant 2010. C'est Et le clair. PSG a une très, très grande histoire. Donc Ouais, voilà. c'est vrai, mais tu fais bien de le souligner. Alors toi, si j'ai bien compris, Mousse, c'était un des fondateurs de Paris United. Pas vraiment. Moi, je suis arrivé un peu après la création. Moi, D'accord? je suis arrivé chez Paris United à l'écriture du premier bouquin, pendant l'écriture du premier bouquin. Mhm. Donc, j'ai complété l'équipe et j'ai vraiment créé le site. Enfin, c'est moi qui ai créé le site parisunited.fr. Mais je ne suis pas vraiment à l'origine. Ceux qui sont à l'origine ne sont plus là. Ils ont décidé de faire autre chose Ouais. parce qu'ils voulaient pas être dans la lumière. Ça ne les intéressait pas plus que ça. Mhm. Et donc aujourd'hui, voilà, je suis le dernier rescapé, on va dire, et j'ai créé une nouvelle équipe avec Hugo qui fait partie vraiment des tout premiers à avoir rejoint l'équipe. Ouais. Et après, d'autres sont arrivés derrière, mais voilà, aujourd'hui, par United, on va dire, c'est une nouvelle équipe. Ok. Alors toi, Hugo, tu t'es greffé à cette aventure en cours de route. Comment ça se passe, toi, de ton ressenti depuis ton intégration, entre guillemets?
Bah écoute, moi je suis arrivé il y a 2 ans et demi, hein, c'est ça, Mousse, C'est Mousse, ça. Ouais. avec d'autres collaborateurs, voulait lancer justement, on fait un espèce d'appel d'offres pour voilà, créer une équipe journalistique, Ouais. pour créer un site vraiment à temps plein pour Paris United et donc sortir un peu uniquement du compte Twitter pour voilà, écrire des articles, faire des comptes rendus de match, faire des interviews de joueurs, vraiment traiter l'actu du club au quotidien, mais voilà, par du travail journalistique. Moi, j'étais déjà à Canal+, mais je connaissais Paris United. Et donc, j'avais répondu à l'offre d'emploi, en gros, qu'ils avaient posté sur Facebook. Donc, j'avais un entretien. On s'était vu avec Mousse et plusieurs autres collaborateurs de Paris United. Et puis, ça avait bien marché. Et puis, depuis, voilà, l'aventure est belle. Ça fait 2 ans et demi. J'ai grandi avec Paris United. Ça m'a aidé parce que j'ai fait, voilà, maintenant, on fait des podcasts notamment, mais il y a aussi de l'écriture d'articles. Mais pour les podcasts que j'anime depuis septembre, ça m'a permis vraiment de m'améliorer aussi pour ma carrière et puis de parler du Paris Saint-Germain avec des gens qui s'y connaissent et qui sont des vrais supporters et qui voilà, connaissent le club depuis très longtemps, à l'image de Mousse. Voilà, on peut vraiment traiter le PSG d'une autre façon qu'il est traité dans les médias parce qu'on a, on va dire un peu, on n'a pas de pression de super-héros et autres. Donc, on traite le PSG comme bon nous semble, avec ses défauts, mais avec ses qualités. Il faut le reconnaître aussi de temps en temps. Donc voilà, c'est un vrai travail d'équipe parce qu'il faut dire que derrière Paris United, il n'y a pas, vous voyez nos visages à moi et Mousse, mais il y a beaucoup aussi de graphistes, de monteurs vidéo, de photographes, parce que maintenant, Paris United a 2 accréditations par match pour les matchs du PSG au Parc des Princes. Donc, on a la chance d'avoir un photographe sur place qui peut nous faire des photos pour le site. On a Mousse, de temps en temps Yacine et d'autres qui sont en loge presse pour Paris United. Donc, voilà. Maintenant, Paris United, c'est vraiment un site voilà, indépendant, mais qui traite le PSG de façon objective. Ok. Bah écoutez, merci pour cette présentation et moi je tenais franchement à vous féliciter pour le travail que vous faites parce que c'est très appréciable, même si je ne suis pas, je le rappelle, un supporter du PSG, mais c'est toujours bon d'avoir des sites qui traitent de l'information de leur club comme ça. On te souhaite le même C'est succès, on vous souhaite le même succès, Alex. exactement. Ouais, Que vous c'est finissez gentil. par montrer vos visages. Ouais, on va finir par le faire, ça va venir. Mais du coup, alors la prochaine question que je voulais vous poser, on sait que Paris, c'est un club très médiatique. On sait que la moindre exclue sur le PSG, la moindre info, ça va faire énormément de bruit, ça va faire parler. Vous, quand vous sortez une exclue, que vous prenez ce risque-là, on imagine que c'est un taf immense en amont pour pouvoir euh, se permettre de sortir cette exclue. Comment vous gérez, parce il est de bon ton hein, sur Twitter hein, de critiquer les porteurs d'informations, comment vous gérez quand vous sortez une exclue, les critiques auxquelles vous faites face quand celle-ci, quand l'information elle met du temps à se vérifier, quand des fois elle n'est pas bonne ou quand des fois elle va à l'encontre de ce que veulent la majorité des supporters. Je pense à Loïc Tanzi là, qui a sorti l'information sur Tanguy Kouassi et qui a pris une pluie de torrents, un torrent d'insultes pardon, dans la tête. Comment vous gérez tout ça, vous? Écoute, moi, je gère ça très très bien parce que ça glisse sur moi comme la pluie sur les plumes du canard. Vraiment, ça ne m'atteint Très belle jamais, comparaison. vraiment. Bah ouais, parce que je vais t'expliquer quelque chose et de toute façon, tu verras, Alex, que tôt ou tard, vous n'allez pas y échapper à cette haine qui sévit sur Twitter où on te laisse absolument aucune chance Ouais. et que, par exemple, si tu sors une information qui était vérifiée, qui était vraie, tu peux annoncer, par exemple, qu'un joueur peut-être va signer ou même tu es affirmatif, tu dis qu'il va signer parce que tu as eu des infos. Je vais te donner le cas, par exemple, qui s'est passé avec, comment il s'appelle déjà Raphaël Guerreiro. Allez, Euh, ouais. voilà, nous, moi, j'avais une info béton, mais quand je te dis béton, c'était vraiment béton. Et jusqu'à aujourd'hui, je maintiens qu'il y a bien eu un rendez-vous, etc. Là où moi, je me suis peut-être un peu trop avancé, je l'ai reconnu, c'est que j'avais annoncé que le deal, il allait se faire parce qu'il était très, très intéressé et les contacts avaient eu lieu depuis bien longtemps, tu vois. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je reçois un message de Raphaël Guerreiro sur le compte Twitter de Paris United lorsque je dévoile qu'il y a un rendez-vous en vue d'une signature. Et il me dit de supprimer. Je lui réponds gentiment que non, je ne vais Ouais. pas supprimer mon tweet. Je lui ai proposé par contre je lui ai dit, si tu veux, tout de suite, je dis que tu m'as contacté et que tu déments. Moi, ça ne me pose pas de problème, tu vois. Il a le droit de le faire, tu vois. Bon, oui, mais il n'a pas voulu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, il a repris notre tweet et il nous a fait passer pour des menteurs. Mhm. Et moi, en fait, comme je suis rarement sur Twitter, je reçois plein de coups de fil. Vous êtes en train de vous faire défoncer. Et puis je viens, et puis effectivement, je vois qu'on se mange une pluie d'insultes parce que lui a démenti. Mais en fait, personne ne s'est
posé la question, comment ça se fait qu'un joueur professionnel du niveau de Rafael Guerreiro contacte un tout petit compte minuscule comme le nôtre pour nous demander de retirer le truc? Il y a quand même quelque chose de bizarre, tu vois. Et en fait, voilà, comme tu disais, les gens, ils attendent que ta chute sur Twitter. Et en fait, si tu n'es pas fort mentalement, évidemment, tu peux. Nous, le torrent d'insultes qu'on s'est mangé à ce moment-là, et ça a duré quasiment 2 jours. J'imagine, ouais. Si tu n'es pas fort mentalement, bah, tu rentres dans ta chambre, tu éteins la lumière, tu prends un paquet de Kleenex et tu chiales toute la nuit, quoi, tu vois. Moi, non, moi, je rigolais devant les trucs, parce que moi, ça me fait rire. J'ai 45 ans, Alex, moi, tu vois. Donc, moi, je suis pas un mec, c'est pas ma génération, les réseaux sociaux, tu vois. Donc, moi, les gens qui m'insultent, qui me menacent, moi, ça m'a fait rire, tu vois. Parce que Twitter, c'est pas la vraie vie, en fait. Les gens qui t'insultent, qui te menacent sur Twitter, ce sont des gens qui, dehors, ne feront jamais ça. Et la plupart se sentent pousser des couilles parce que c'est l'anonymat qui fait ça, en fait. Tu vois. Mais moi, dans la rue, ça fait 2 ans maintenant que j'ai montré mon visage, etc. Moi, je ne me suis jamais fait agresser. Je suis au parc tous les week-ends. Je couvre les matchs. Et personne n'est jamais venu me voir pour me dire quoi que ce soit, quoi. Ouais. Donc, il faut être fort. Il faut être fort, il ne faut pas non plus trop se focaliser sur les commentaires, parce que sinon, tu t'en sors pas. Mais nous, quand on sort une info, c'est qu'on l'a vérifiée, qu'on est sûr de nous. Après, que le deal aille ou pas jusqu'au bout, ça, c'est une autre histoire. Voilà, quand on met... Voilà, vas-y, Hugo. Vas-y. Non, je dis, c'est vrai que dans une info, on a l'occasion souvent d'en parler avec Mousse, c'est vrai qu'il y a plusieurs temps, parce que des fois, une info peut être bonne à un instant T, et puis maintenant, avec le foot d'aujourd'hui, tout peut évoluer. Donc, c'est vrai que des fois, les gens, limite, ils vont te faire un screen d'un tweet que tu as mis ou d'une info d'il y a 5-6 mois pour dire « Ah, bah, vous aviez dit ça et maintenant, vous avez changé d'avis. » Bah ouais, mais le monde du football, il évolue très, très vite. Et on le voit à l'image de Tanguy Kouassi qui, du jour au lendemain, devait partir, ensuite devait rester et au final, va partir au Bayern Munich. Donc, c'est comme ça tout le temps. Et malheureusement, nous, à Paris United, maintenant, nous, à Paris United, on essaye de vérifier les informations pour les donner et pas être à la course à l'exclu, quitte à se tromper. On essaye de recouper les informations. C'est pour ça que des fois, maintenant, Paris United sort moins d'infos, mais elles sont plus vérifiées en tout cas. Ça marche. C'est ça. Bah écoutez, c'est très clair et c'est très intéressant d'avoir votre point de vue sur ce sujet-là. Alors, ce qu'on va aborder maintenant, on va aborder l'actualité, parce que beaucoup de médias en parlent. Ça va concerner le PSG et plus spécifiquement sa gestion des jeunes. Donc, je pense que ça va intéresser pas mal de monde parmi ceux qui écouteront cette interview. Voilà, d'essayer de comprendre pourquoi le club a tant de mal à garder ses titis. Alors, moi, je me suis posé plusieurs questions. Et qui mieux que vous pour en parler et pour essayer d'y répondre. Est-ce que c'est simplement dû à un projet qui n'est pas adapté à l'éclosion des jeunes? Est-ce qu'il ne s'agit pas tout simplement d'une mauvaise gestion en donnant aux jeunes que très peu de temps de jeu en Ligue 1, ou bien en faisant comprendre à certains jeunes d'aller voir ailleurs, comme vous l'avez mentionné sur votre site, et comme ça a été le cas avec Moussa Diaby, il me semble bien. Ou est-ce qu'on ne se trompe pas de cible en tapant sur le PSG et en évoquant que très peu cette nouvelle génération de joueurs qui veut tout de suite à 17-18 ans? Alors, je ne sais pas si tu veux répondre au premier, Mousse, ou je commence. Non, vas-y. Alors, il y a plusieurs éléments, en fait, Alex. Ça regroupe un peu tout. Il faut partir depuis on évoque le déficit, on va dire, de la formation parisienne depuis l'épisode Coman en 2014. Coman, exactement. Ouais. Kingsley Coman est intégré au groupe par Laurent Blanc. Il fait 3-4 apparitions sa première saison et donc il doit signer pro la saison d'après. Mais on va dire il n'est pas satisfait du discours parce que lui veut tout de suite intégrer l'équipe et être titulaire. Évidemment, Laurent Blanc, avec l'équipe qui est en place, ne peut pas lui promettre du temps de jeu à temps plein. Donc, il choisit de partir à la Juventus Turin après seulement 3 apparitions avec le PSG. Et malheureusement aussi, le fait que le PSG ait changé beaucoup de directeurs sportifs, il y a eu Olivier Létang, il y a eu Patrick Levert, il y a eu Antero Henrique, il y a eu Leonardo, donc au début et là qui revient maintenant, ça change le discours un peu de la formation parisienne. Il y a aussi beaucoup de directeurs de centres de formation qui sont succédés. Et surtout, il y a plusieurs discours, comme je disais. Par exemple, avec Antero Henrique, le discours, c'était tant que les joueurs n'ont pas signé pro ou à 1 an de leur fin d'un contrat, ils ne jouent pas en équipe première, avec voire un blacklist de certains agents qui tournaient autour des jeunes. Leonardo, ça a été plutôt la visibilité, on l'a vu cette année, et même avec Tourelle qui fait jouer beaucoup de jeunes. On l'a vu avec Nkunku, on l'a vu avec Diaby, pardon, on l'a vu avec Colin Dagba à droite, on l'a vu avec Ensoki la saison dernière, et on l'a vu avec Tanguy Kouassi cette saison. Mais malheureusement, et Leonardo l'a dit dans l'interview qu'il a accordée au journal du dimanche dernier, peut-être qu'il a fait une erreur à ce niveau-là, d'exposer les jeunes et donc de leur donner de la visibilité pour les autres clubs européens, et qu'au final, ils se le fassent
on va dire, prendre à l'année où ils doivent signer leur contrat pro. Il y a aussi une donnée à prendre en compte, c'est que les clubs étrangers ont des conditions avantageuses pour faire signer les jeunes. Par exemple, quand un joueur arrive en fin de contrat aspirant jeune, qui doit signer son premier contrat professionnel, une équipe qui est sous le règlement FIFA, donc les équipes des autres championnats européens, comme le Bayern, peuvent faire signer un contrat d'un jeune de 5 ans, alors qu'en France, c'est que de 3 ans. Ouais. Donc déjà, il y a des problématiques par rapport à ça. Il y a aussi les montants pour les agents qui ne sont pas plafonnés ailleurs, alors qu'en France, si. Donc il y a plusieurs éléments qui font que le PSG a eu du mal à retenir ces jeunes, mais c'est aussi par un manque, je pense, de clarté, un discours. Mais voilà, maintenant, je pense que Leonardo a appris de Osei Kouassi et qu'il fera attention avant d'exposer un jeune à le faire jouer en équipe première. Okay. Mousse, si tu veux rajouter quelque chose, peut-être ta vision des choses sur le cas des Titi au PSG? Ouais, déjà, il faut rappeler que ça ne concerne pas uniquement le Paris Saint-Germain. Parce que le Paris Saint-Germain est un club qui a des moyens, donc même si tu te fais piquer certains jeunes talents, tu as quand même le moyen de rebondir, tu peux acheter ailleurs, etc. C'est très problématique pour les clubs de milieu de classement et bas de classement qui, pour ces clubs-là, le modèle économique, c'est effectivement de vendre leurs meilleurs joueurs. Mais pour ça, il faut d'abord les persuader de signer leur premier contrat pro. Et si ce n'est pas le cas, effectivement, c'est des gros manques à gagner. Même si tu perçois après, il y a un règlement pour les clubs formateurs qui sont censés toucher un peu d'argent sur des futurs transferts, mais ce n'est pas suffisant. Je crois que c'est 90 000 € par année de formation pour les clubs. Voilà. Et à l'UNC, c'est beaucoup moins. Le montant est beaucoup moins important. Donc déjà, ça joue aussi. Donc voilà, il y a cette problématique-là. Après, tu as aussi la problématique, comme le disait aussi Hugo, les problèmes aussi économiques. Quand en France, la fiscalité d'un joueur, la fiscalité pour les joueurs professionnels, tous sports confondus, c'est pas du tout la même qu'en Espagne, qu'en Allemagne, etc. Tu payes beaucoup moins d'impôts quand tu joues à l'étranger. Et aujourd'hui, quand tu es jeune, tu penses aussi à ça, quoi, tu vois, tu penses au salaire net. Et quand tu vois ce que tu peux gagner en Angleterre, en Espagne, en Allemagne et en France, tu fais le calcul. Et puis après, il y a le temps de jeu. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Hein. Il n'y a pas que l'argent, évidemment. Il y a aussi le temps de jeu qu'on va te promettre. Il y a aussi, par exemple, on parle de Tanguy Kouassi là, ou Adil Aouchiche. Pour ces deux jeunes-là, il faut bien garder à l'esprit que eux, tous les jours, ils voient les pros à l'entraînement et ils voient qu'il y a, par exemple, 3-4 mecs devant eux, quoi, tu vois. Ils se posent la question de se dire, bon, et si je signe pro, à quel moment je vais jouer? Donc, je vais jouer quoi? Les coupes de France contre des petits clubs, je ne jouerai pas les matchs importants, etc. Et aujourd'hui, quand on parle de Tanguy Kouassi, on parle de la Bundesliga. On voit que ça fait 4-5 ans que la Bundesliga vient chercher nos jeunes en France. Non seulement ils viennent les chercher, mais ils leur donnent du temps de jeu. Un mec comme Zagadou qui était formé au PSG, je ne sais pas s'il aurait eu le même temps de jeu qu'il a obtenu à Dortmund. Et quand tu fais partie du centre de formation et que tu vois un mec comme Axel Zagadou être titulaire à Dortmund, tu te dis, attends, c'est peut-être ça la solution aussi. Si moi au PSG, je ne peux pas jouer, je peux peut-être jouer ailleurs. Ouais. Et en plus, tu as l'entourage, tu as la famille, il y a des questions financières, etc. Donc, tout ça pris en compte, c'est une difficulté, pas seulement pour le PSG, mais pour tous les clubs. Mais après, c'est intéressant ce que vous dites, et je reviens sur ce que tu dis sur l'exemple de Zagadou. T'es jeune au PSG. Alors, je prends l'exemple d'Adil Aouchiche. Ouais. Voilà, tu vois qu'à son poste, c'est complètement bouché. Clairement, quand tu as cette visibilité qui est très floue au PSG à ton poste, où tu vois qu'il y a 4-5 joueurs devant toi, ou que tu grattes que 57 minutes de jeu, si je ne me trompe pas, en Ligue 1 contre Metz cette saison, des bouts de match de coupe, et que tu as la possibilité à Saint-Etienne d'avoir les clés du camion et d'être entraîné par Claude Puel, qui est peut-être le meilleur coach français pour façonner les jeunes, forcément, ça fait réfléchir. Mais par contre, si on prend le cas Kouassi, je reviens, je m'attarde un peu sur ce sujet-là. Parce que Tanguy Kouassi, si je ne me trompe pas, c'est 18 ans, il y a une dizaine de jours. C'est ça. C'est ça, ouais. Il a fait 13 matchs, voilà. 13 matchs cette saison. Pas de contrat en Ligue des Champions. Voilà, pas de contrat professionnel cette saison qui vient de s'écouler. Départ de Thiago Silva. Donc ça libère une place dans son secteur de jeu. Comme vous l'avez dit, c'est 13 matchs, dont des matchs de Ligue des Champions. C'est un entraîneur et une direction qui sont élogieux à son sujet. Qu'est-ce qu'il faut de plus aujourd'hui à un jeune pour signer pro au PSG? Sachant qu'on ne va pas se mentir, la question financière, comme tu l'évoquais, Mousse, c'est pas un problème pour Paris. Alors ça, en plus, pour le coup, Alex, en plus, c'était la proposition financière du PSG du Bayern était la même.
Ouais. L'argument qui a été évoqué, et ce qui a été évoqué aussi, sorti par Loïc Tandy de RMC Sport, c'est le manque de stabilité au PSG. En gros, d'avoir plusieurs discours sur la politique des jeunes et donc de s'y perdre par rapport à ça. Je suis pas sûr qu'au Bayern, il aura beaucoup plus de temps de jeu parce que quand tu vois qu'en concurrence, il y a David Alaba, il y a Jérôme Boateng, il y a Nicolas Suleux et à voir Lucas Hernandez au cas où il part. Je sais pas. Alors après, lui, Tanguy Kouassi, il a l'avantage d'être polyvalent. On l'a vu cette saison avec le PSG. Malheureusement, on le verra plus, mais il peut jouer aussi au poste de milieu défensif. Mais voilà, en plus, le problème avec l'Allemagne, c'est que c'est le nouvel Eldorado des joueurs français pour plusieurs raisons. Déjà, en Allemagne, ils ont un réseau de scouts très important, donc ils repèrent les jeunes très très rapidement. Ils vont à toutes les compétitions, les Euros Espoirs, les Coupes du Monde, etc. Notamment à celle qu'a fait Adil Aouchiche, la Coupe du Monde du 17, où il y a beaucoup de recruteurs des clubs étrangers qui étaient présents. Ils ont des infrastructures très importantes. Et là-bas, c'est plutôt un jeu basé sur l'offensif, sur voilà, les espaces créés. On va dire, on calcule moins en Allemagne. Donc, il y a une plus grande liberté pour faire jouer ces jeunes-là. Et ils font confiance. Mousse en parlait avec Dan Axel Zagadou, qui jouait déjà à 18 ans avec Dortmund. Il y a plein d'autres exemples. Cette saison, bon, il y a Christopher Nkunku qui s'éclate avec Leipzig. Je ne suis pas sûr qu'il aurait autant de temps de jeu au PSG. Moussa Diaby, c'est différent parce qu'il était très apprécié par Thomas Tuchel. On en a parlé souvent à Paris United. Et pourquoi il part alors? Bah, il est parti parce que lui voulait plus de temps de jeu et surtout il a une bonne proposition du Bayer Leverkusen. Et d'ailleurs, il avait eu un entretien avec Thomas Tuchel qui lui avait dit moi, ça m'embête que tu partes, mais si c'est pour partir au Bayer Leverkusen où je sais que tu joueras, où tu auras du temps de jeu et qu'Allemagne, c'est le championnat parfait pour les jeunes joueurs comme toi, voilà, je comprends. Et il dit j'aurais peut-être fait le même choix, je comprends ton avis sur la question. Mais voilà, pour Tanguy Kouassi, les raisons sont plus compliquées. Alors après, il y en a plein qui disent cherchez pas des raisons sportives, etc. C'est qu'une histoire d'agent, de problème d'agent entre voilà, Leonardo et les agents du joueur qui ne sont pas entendus, etc. Donc si c'est plus sur le terrain, malheureusement, c'est beaucoup moins notre sort. Ouais, mais c'est vrai que c'est cette nouvelle. De toute façon, les agents, le monde des agents maintenant, c'est le cancer du foot. Hein. C'est ce que j'allais dire, c'est cette nouvelle génération d'agents et d'entourage. Alors pas premier, hein, je parle pas de la famille, mais les conseillers, les agents qui viennent polluer clairement la tête des jeunes et qui les font dégoupiller. Parce que franchement, qu'est-ce que Paris pouvait faire de plus pour Rien. garder Tanguy Kouassi? Clairement, je pense pas que Paris pouvait faire grand-chose d'autre. Non, non, Paris a tout fait pour le garder et je pense que les propositions, elles étaient intéressantes, même au niveau salarial. Après, il y a une différence. Hein. Ils ont peut-être proposé le meilleur salaire, mais peut-être pas forcément la meilleure prime, parce que même en signant au PSG, tu peux réclamer à ton club formateur une prime à la signature. Bien sûr. Ouais. Et peut-être qu'elle était beaucoup plus élevée ailleurs. Hein. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a choisi. Mais moi, je pense que Kouassi, il voulait pas, tout simplement pas continuer au PSG. Enfin, moi, je peux comprendre la déception de Terre. Effectivement, on lui a donné de la visibilité et tout, mais est-ce qu'on est à sa place? Est-ce qu'on connaît toutes les conditions? Enfin, on a eu beaucoup de mal à avoir des infos sur les transferts de Kouassi et de Aouchiche. C'est négocié dans le plus grand secret, et même pour Adil Aouchiche à Saint-Etienne, quand l'info était sortie comme quoi il visitait les installations, nous, l'info qu'on nous avait donnée, c'est que partout était sorti qu'il y avait une visite médicale. Nous, on nous avait dit qu'il n'a pas forcément fait de visite médicale. Donc, je ne sais pas où ça en est. Mais voilà, encore une fois, ce problème-là, c'est un problème qui est commun à toutes les équipes de Ligue 1, de Ligue 2. Et Paris va continuer encore à perdre des joueurs. Par exemple, le jeune Dagba qui est là, Ouais. je sais que Leonardo, il n'est pas super fan. Donc voilà, s'il y a une belle offre, il partira. Et là, pour le coup, contrairement à Kouassi, ça sera sans regret parce que Leonardo estime que même si c'est un bon joueur, c'est pas suffisant, même pour être doublure avec tous les échéances qui attendent Paris Saint-Germain, et notamment la Ligue des Champions. Il faut quand même une doublure costaud en cas de blessure du titulaire à ce poste. Donc voilà, les jeunes aussi. Et l'année dernière, on a fait partir beaucoup de jeunes parce qu'il fallait faire rentrer de l'argent dans les caisses et que la formation du PSG, elle est assez cotée. Et que ce soit avec les clubs de Ligue 1, parce qu'on a vu que Lille, par exemple, a pris le petit Wea. Ensoki est parti à Nice. Donc il n'y a pas que les clubs étrangers qui viennent prendre nos jeunes. Il y a aussi Mousse, je voulais prendre l'exemple d'Arthur Zagré, qui Ouais. fait quelques apparitions avec le groupe pro à 19 ans, qui était plutôt prometteur, et à qui on avait présenté un projet à long terme au PSG. Mais quand Leonardo est arrivé et qu'il a fait une coupe, il a fait un peu le bilan, et surtout le PSG avait besoin d'argent pour, on va dire, ses finances. Il n'a pas hésité à le vendre 10 millions à l'AS Monaco. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'il y a des jeunes qui
que Leonardo ou même d'autres directeurs sportifs ont jugé qu'il n'aurait pas une place plus importante et qu'ils ont laissé filer. Leonardo, lui, c'est vrai qu'il a un peu, on va dire, épongé, enfin, on va dire, vidé les jeunes sur qui il posait pas beaucoup d'espoir, on va pas se mentir. Et sur le cas Auchich, c'est vrai qu'il y a une différence. Ouais, sur le cas Auchich, il y a une différence avec Kouassi, parce qu'effectivement, c'est une question de poste aussi. Oui. Kouassi, il avait la chance d'évoluer. Lui, c'est un défenseur central, mais il peut jouer aussi au milieu. Et c'est vrai que dans ce secteur de jeu, on a eu pas mal de blessés, ce qui a pu aussi donner beaucoup de temps de jeu à Kouassi, malgré sa jeunesse. Mais comme c'était un jeune sérieux qui travaillait, Tourelle l'a fait monter. Et comme tu le disais, Alex, c'est vrai que offensivement au PSG, c'est assez bouché. Déjà que tu as du mal à trouver du temps de jeu comme Sarabia qui vient du FC Séville, tu vois. Donc pour Auchich, c'était un peu compliqué. C'est peut-être aussi ça qui l'a fait flipper, tu vois. Bien sûr. C'est peut-être aussi ça, mais d'ailleurs, on va je crois que Léo lui a dit qu'il fallait pas qu'il s'inquiète parce qu'il comptait faire partir Draxler cette année et que ce serait sans doute Auchich qui remplacerait numériquement Draxler. Mais apparemment, ça n'a pas suffi. Apparemment, ça n'a pas suffi. Et d'ailleurs, on va en parler d'Adil Aouchiche parce que c'est un nom qui revient énormément du côté de Saint-Étienne et sauf retournement de situation de dernière minute, c'est là que devrait évoluer Adil Aouchiche l'année prochaine. Alors, Adil Aouchiche, c'est encore une pépite que Paris s'apprête à laisser partir gratuit. On l'annonce, beaucoup l'annoncent comme étant un futur crack, comme une véritable pépite. Donc voilà, j'aimerais avoir votre ressenti de supporter avisé sur ce joueur. Est-ce vraiment le gros joueur que tout le monde annonce? Et si vous pouviez nous présenter ses qualités, ses défauts, son poste privilégié, voilà, avoir une présentation globale d'Adil Aouchiche. Je commence, Mousse? Vas-y. Allez, vas-y, on se fait des politesses. Hein. On n'est pas dans le podcast d'habitude où on se. Non, pour te répondre sur. Alors, il faut savoir qu'Adil Aouchiche, c'est un mec du 77, donc il vient du bassin parisien, c'est un véritable Titi. Il a fait toutes ses armes au PSG, il a fait plusieurs clubs, on va dire, de la banlieue parisienne avant d'intégrer le centre de formation à 12 ans. Ouais. C'est considéré, oui, il est considéré comme un crack au PSG. Il a toujours été monté au-dessus dans les catégories jeunes. D'ailleurs, il y avait un reportage, je vous conseille, si vous voulez apprendre un peu plus sur les jeunes au PSG, et notamment Adil Aouchiche, qui avait fait Yard, la chaîne YouTube Yard, qui avait suivi le groupe des jeunes du Paris Saint-Germain pendant une saison sur l'année 2018-2019, qui est dispo sur YouTube. Si vous voulez aller voir, je vous conseille si ça vous intéresse. Pour Adil Aouchiche, je pense qu'à Saint-Etienne, il aurait vraiment du temps de jeu parce que pour détailler son poste, c'est un milieu relayeur offensif. On l'a vu, moi je l'ai surtout vu à la Coupe du Monde U17 quand il a joué avec l'équipe de France et qu'ils ont été éliminés en demi-finale contre le Brésil. Il a été élu Ballon d'Argent, donc deuxième meilleur joueur. Il a été le meilleur passeur de la compétition avec 7 passes décisives. C'est un joueur qui a une facilité à se retourner, qui a une bonne vision du jeu, qui arrive à se faire le contrôle pour se mettre vers la marche en avant. Et je pense que pour un club comme Saint-Etienne qui a eu beaucoup de mal dans la création ces dernières saisons, notamment cette saison avec Riyad Boudbouz qui n'a pas répondu aux attentes et Kazri qui évolue un cran plus haut, qui ne pouvait pas tout faire. Malheureusement, je pense que ça serait une vraie plus-value pour Saint-Etienne. Alors après, il n'a pas beaucoup joué avec le PSG en professionnel. Il a joué 56 minutes. Il avait été plutôt bon d'ailleurs contre Metz. Donc je pense que pour Saint-Etienne, ça serait une bonne opportunité. Après, je pense qu'au Paris Saint-Germain, malheureusement, avec les joueurs qui sont en place, en concurrence avec Di Maria, avec Neymar, Mbappé, Draxler, Sarabia, évidemment, c'est plus compliqué d'avoir le temps de jeu. Mais à Saint-Etienne, je pense qu'il pourrait continuer son ascension. Mais en tout cas, oui, il fait partie de ces catégories de jeunes qui sont considérés comme les plus talentueux de la génération du PSG en ce moment. Ok, super. Mousse? Écoutez, sur le profil du joueur, il a tout dit. On peut faire peut-être une comparaison à l'époque avec le jeune Maxime Lopez à l'OM. Il faut se méfier des termes futur crack, etc. Parce qu'on disait exactement la même chose. On a même envoyé à Barcelone, il y avait eu des rumeurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais. Non, je ne parle pas de toi, Hugo. Je parle pas de toi. Je parle en général, tu sais, quand on encense un jeune joueur et que parfois on se rend compte quand on donne du temps de jeu à ces jeunes-là que finalement, ils ne sont pas si prêts. Parce que si Aouchiche, c'est vrai qu'il a même brillé en équipe de France. Il a brillé aussi pendant la Youth League, il me semble. Donc évidemment, on a pu voir son potentiel. Et si ces jeunes joueurs aussi sont beaucoup demandés, beaucoup observés, c'est parce qu'ils aussi font des compétitions comme la Youth League. C'est des compétitions internationales. Donc du coup, tu as beaucoup de recruteurs qui viennent. Et effectivement, les jeunes joueurs français, tout club confondu, lorsqu'ils participent à la Youth League, ils sont très surveillés. Donc sur le profil, comme l'a dit Hugo, c'est plutôt un bon joueur très technique. Alors, tu as dit qu'il était plutôt relayeur offensif. Il me semble qu'aussi, parfois, il peut évoluer aussi sur un côté, il me semble. Je ne suis
suis pas un grand spécialiste du poste, mais avec l'équipe de France en tout cas, et pour l'avoir, même avec le PSG, c'est plutôt dans un rôle axial, offensif axial. Mais d'accord, ok, ça marche. Mais j'aurais- écoute, oui, non, c'est un bon joueur, mais je pense que des profils comme ça en France, il y en a beaucoup. Après, s'il avait signé au PSG Pro, est-ce que Saint-Etienne aurait mis de l'argent dessus? Ça, Non. j'en suis moins sûr. Ah ouais. C'est parce que c'est un combo, en fait. Tu vois, il est bon, il est technique, c'est un joueur plein de potentiel et il arrive gratuit. C'est ça, c'est clairement Donc ça. voilà, ça a son importance. Tu vois. Ah oui, parce qu'au vu de nos finances, on ne peut pas se permettre de mettre des 1000 et des cents sur un joueur. Après, Puel le veut véritablement. C'est sa priorité Oui, numéro. oui, Claude Puel, Voilà, on connaît le coach, c'est un très très bon coach. On sait qu'il fait vraiment confiance aux jeunes. c'est Son ça. passage à Nice l'a prouvé et il a eu beaucoup de succès avec l'OGC Nice. J'espère qu'il en aura autant avec Saint-Etienne. Hein. On espère aussi. Mais après, le problème de Saint-Etienne, c'est que même si tu fais venir Aouchiche, qui est un jeune joueur, donc là, il va vraiment démarrer sa carrière pro, il n'a pas beaucoup d'expérience. Voilà, il faudra voir aussi comment il va articuler son équipe. Est-ce qu'il jouera titulaire directement? Moi, j'en suis pas sûr. Puel, c'est un entraîneur qui est intelligent et je pense qu'il va le faire rentrer petit à petit dans la rotation. Il va pas le Mais je suis brûler. pas sûr je suis pas sûr que s'il signe vraiment à Saint-Etienne, que tu le vois titulaire contre le PSG c'est ça. en finale de Coupe de France. Tu vois ce que je veux dire? Donc Non. voilà, ça dépend aussi du budget de Saint-Etienne. On sait que alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'avais eu des infos à l'époque sur certains clubs qui avaient des difficultés financières et Saint-Etienne en faisait partie. Il y a aussi le problème de la double gouvernance à Saint-Etienne. Ouais, ça Il y a c'est. aussi le fait qu'ils veulent ouvrir le capital peut-être à un investisseur étranger. Donc, il y a beaucoup de questions autour de Saint-Etienne. Et c'est vrai que pour un jeune joueur comme Aouchiche, ça paraît surprenant. Et c'est sans manquer de respect à Saint-Etienne, bien évidemment. Mais c'est vrai que ça paraît étonnant que juste le discours de Puel l'ait convaincu. C'est vrai que ça me surprend un peu quand même. C'est un joueur qui veut aller gratter ailleurs, ce qu'il n'a pas au PSG, tout simplement, hein, du temps de jeu, je pense. Et quand t'as un coach qui t'appelle et qui te fait clairement comprendre qu'il veut te donner les clés de l'équipe, je pense que ça fait forcément réfléchir. Ah. Après, pour en revenir aux difficultés économiques de Sainté, ça a été évoqué par Mediapart notamment et plusieurs médias. Mais selon les derniers échos qu'on a et selon les derniers articles qui sortent dans la presse locale, c'est beaucoup moins grave, entre guillemets, que ce qui a été annoncé. Et on devrait voilà, s'en sortir avec le passage prochain devant la DNCG avec les ventes de Franco Nora, Wagner Diaz, etc. Mais en C'est tout ça, parce que cas, les 5 millions de francs Honora à Brest, ça va faire du bien en finance, j'imagine. ça va faire du bien. On va vendre Wagner pour la même somme environ, 4 millions. Il y a Moukoudi, Harold Moukoudi, un défenseur central qu'on a eu libre du hack la saison dernière qui va finir en Angleterre pour aller entre 8 et 10 millions. Donc, je sais, Ouais, puis il y a des joueurs qui vont être mis sur la. Enfin, il y a des joueurs qui ne seront pas retenus, comme même Villa, comme voilà, peut-être Comme Cabaye. Kazri, etc. Cabaye, il va pas Ouais, prolonger. Cabaye. Cabaye et Perrin seront prolongés de 2 mois si tout se passe bien pour leur permettre de jouer la finale de Coupe de France, comme ça va être le cas au PSG avec les fins de Ah, contrat. Perrin, ça va être plus longtemps, non? Parce qu'il y a eu Non, une interview au CFC où il dit qu'il va pouvoir, enfin normalement il devrait continuer 1 an, même si ça fait chier certains au club comme Puel. c'est ce qu'il veut, mais je ne pense pas qu'on lui donne son année supplémentaire. Je pense qu'on va lui permettre de finir sur cette finale de Coupe de France, que ça soit titulaire ou plutôt sur le banc. Mais je pense que ça s'arrêterait là parce que D'après ce que j'ai compris, c'est Romeyer pour service rendu qui veut lui offrir 1 an. Mais Ah, comme il a un genou en vrac voilà, et il joue sous infiltration, exactement. Claude Puel, ça ne l'intéresse pas d'avoir un joueur qui n'est pas opérationnel. Quand on connaît le sérieux de Claude Puel, oui, lui, il ne fait pas de sentiments. Exactement, et on a eu une interview avec Bernard Lyon, le très bon Bernard Lyon, le reporter de Saint-Etienne à l'équipe, qui nous a dit, voilà, clairement, s'il avait dû prolonger, ça serait déjà fait. Et s'il n'a pas prolongé, c'est qu'il n'y a pas une réelle volonté collective au sein du club, même de Roland Romeyer et Bernard Cayazo, de prolonger. Bah, quand on voit que Puel a été sans pitié avec votre gardien, coup de mémoire. Ruffier, pardon. Voilà. Quand on sait le statut de Ruffier à Saint-Etienne et comment l'a traité Puel, c'est pas négatif quand je dis ça, parce que je trouve que voilà, si toutes ces saisons, tu as eu des passes droits avec les autres coachs et que tu arrives avec un coach qui t'enlève tes passes droits et qui te remet à égalité avec tous les membres de l'effectif, bah, moi je trouve ça plutôt bien. Il semblerait qu'il l'ait mal pris. Et en plus, je crois qu'il lui reste 1 an de contrat Il et lui il reste est prêt à ça. être placardisé, toucher son salaire parce qu'il a un énorme salaire pour Exactement. pouvoir partir libre la saison prochaine. Parce qu'il a quel âge maintenant, Ruffier? Il peut encore faire 2-3 ans, facile. Ouais, il a 32 ou 33, il me semble.
Voilà, donc pour un gardien qui peut jouer jusqu'à 36, 37, Oui. on voit que Buffon a joué jusqu'à 40, il a l'air d'avoir une bonne condition physique, donc ouais. Après, voilà, c'est Puel tranche clairement avec le style de management qui était celui de Gasset et Printemps, la calinothérapie. Puel, c'est pas du tout ça. Et donc, C'est sûr, forcément, c'est ça en fait. Printemps, c'était on va dire les Villa et autres qui géraient l'équipe quoi. Ils étaient en gestion quoi. c'est ça. C'est limite eux qui faisaient le 11 avant de commencer. Alors sûr Mais, qu'avec même avec Gasset, il ne faut Oui. pas tout Ah, remettre sur Printemps, parce que Gasset, Gasset aussi, il a. mais Gasset, Gasset a l'aura. ouais, Gasset a l'aura que Printemps n'a pas. Oui, oui, ouais. exactement. Mais Gasset au Il a PSG, c'est fait, lui qui faisait les entraînements, par exemple. Et c'est vrai que moi, on m'a raconté des anecdotes. Il était très cool avec les joueurs, hein. Quand les joueurs ne voulaient pas faire de foncier, ils voulaient toucher le ballon, il disait bon, d'accord. ouais, mais parce Ok, on va faire des jeux de ballon. Mais bon, c'est un peu de l'autogestion, mais c'est vrai que les joueurs aiment ça aussi, hein. Ouais. Mais quand tu as un coach comme Puel, c'est différent. C'est différent. Pas pareil. Gasset, il était respecté quand même parce qu'il avait un statut. Il avait été en équipe Oui, de. oui, bien sûr. Je dis pas qu'il n'était pas respecté, mais je dis Non, qu'il non, avait bien un sûr. côté assez cool. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? mais par rapport à Printemps, il y avait un décalage parce que Printemps, c'était souvent le numéro 2 qu'on tu vois, mis en numéro 1. D'ailleurs, quand il est parti, ils ont avoué que ça fait une erreur Saint-Etienne en disant qu'on n'aurait pas dû prendre un numéro 2. Pour, Bien sûr, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Je suis Et d'accord sur le fait qu'il y a une différence entre Printemps et Gasset, hein, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est clair. Mais après, moi, j'ai totale confiance en Claude Puel et je pense que c'est le bon entraîneur pour le projet que veut mettre en place Saint-Étienne. Alors, du coup, le dernier sujet qu'on va aborder ensemble, après plusieurs mois d'incertitude, on sait désormais que Saint-Étienne et Paris vont se rencontrer en finale de Coupe de France. Alors, on ne sait pas quand exactement, mais on sait que ça va se jouer. C'est le 31 juillet, je crois. Il y a deux dates. Il y a le ouais. 24 et le Alors, 31. 27, c'est quoi le 31 et le 2 ou le 27 et le 31? Le 27 et le 31, non? il me semble que moi, j'ai lu le 26 juillet, si je me trompe pas. Attendez, c'est pas dur, je vais vérifier. Hop. Mousse, je sais pas. Eh Ton image est figée chez moi. Je sais pas si c'est pareil chez toi, Hugo. écoute, non, moi, je sais pas 24 figé. juillet. Si, tu as été figé un moment, mais ça y est, Voilà. Ah, d'accord, ok. c'est normal. Ça marche. Alors, c'est le 24 juillet, la finale de Coupe de France. Voilà. Ouais, c'est ça, 24. Alors, 24 juillet. Vous, dans quelle optique, en tant que supporter du PSG et en tant qu'informateur, vous voyez ce match? Est-ce que pour vous, Paris va jouer une réelle finale de Coupe de France et tout donner pour aller chercher ce trophée qui est quand même emblématique et très symbolique? Ou bien est-ce qu'inconsciemment, le PSG va prendre ce match un peu à la légère, un peu comme un match amical, l'objectif ultime étant d'être prêt pour ce Final 8 qui se déroulera 10 jours, 2 semaines après? Non, pas du tout. La Coupe de France, c'est un réel objectif pour le PSG, surtout qu'ils l'ont perdu la saison dernière face à Rennes. Donc, c'est un réel objectif. Donc, Thomas Tuchel a la pression pour les deux finales d'ailleurs, parce que la Coupe de la Ligue, c'est pareil, c'est la dernière. Donc, ils veulent absolument gagner la dernière Coupe de la Ligue, pardon. Donc, c'est un vrai objectif. Ils vont être très, très sérieux. Ils vont préparer le match très sérieusement. Ils vont le jouer à fond, comme pareil pour la finale contre Lyon, parce que ce sont deux matchs officiels. Il y a deux trophées au bout. Et c'est vraiment ces deux matchs-là qui prépareront les matchs, le quart de finale qui se profile pour le Paris Saint-Germain. Donc, ça reste un véritable objectif. Et j'imagine que Thomas Tuchel va préparer ses hommes de manière très, très, très sérieuse. Surtout quand on sait à quel point le PSG tient à la Coupe de France historiquement, qu'il a remporté 12 fois. Donc, compter sur le PSG pour ne pas lâcher, malheureusement pour vous, Alex, mais je pense au contraire. Alors après, certes, il va falloir faire un gros travail de préparation physique et foncier pour remettre les joueurs à plomb et justement avant de disputer ce fameux Final 8 qui jouera en match sec. Donc, il faudrait être préparé au jour J. Donc, je pense que, alors on verra si en juillet, je pense que Leonardo en a parlé aussi un peu. Paris programmera quelques matchs amicaux. Il y a Olas aussi qui veut faire un tournoi amical avec PSG et Lyon pour se préparer un peu. Donc, je pense que le PSG aura déjà quelques matchs dans les jambes avant d'affronter Saint-Etienne pour être justement au point physiquement. Mais c'est sûr que les organismes vont être mis à rude épreuve parce que reprendre un match officiel pour une finale de Coupe de France, c'est quand même autre chose que d'un match amical ou un match de pré-saison. Ah bah ouais, je suis pas sûr que ce soit l'idée la plus. Ah, mais tu sais bien, c'est Noël Le Graët qui décide de Voilà. tout. On va même peut-être avoir du public, alors que normalement, on peut pas prendre le championnat pour l'intégrité des joueurs. C'est ça qui est incroyable. Hein. La cohérence à l'état pur. Mais après, même éthiquement, il y a des questions qui se posent. Moi, je pense tout de suite à un joueur de Saint-Étienne, William Saliba, qui est un grand artisan de notre bon parcours en Coupe de France la saison passée, qui n'aura pas du coup l'occasion de jouer cette finale de Coupe de France. Je pense à Eric Choupo-Moting pour vous. Alors, c'est pas le même type de joueur, c'est pas un joueur cadre.
Oui, ça va pas rien. Nous, on est tranquille, t'inquiète pas, il n'aurait pas joué de toute façon. Hein. non, mais pour lui, le mec a quand même participé à l'aventure. Il a joué des matchs en Coupe de France, il me semble. Oui, sans doute, ouais, Choupeau, ouais. Je pense qu'il en a joué. Ouais. Et il pourra quand même pas jouer cette finale. Donc ça pose des questions quand même au niveau de tout ça et de la cohérence de jouer cette finale. Qui plus est, elle se jouera peut-être voilà, avec 20 000 supporters. Donc on va priver les supporters de ce bel événement. Donc je suis pas sûr à titre personnel que jouer cette finale maintenant soit une bonne solution. Ouais. Mais bon, T'aurais voulu la jouer quand alors? bah, je sais que par exemple, les clubs, il y a 2 clubs espagnols qui sont qualifiés pour la Coupe du Roi, il me semble, ou l'équivalent de la Coupe de la Ligue en Espagne, la jouent dans 7-8 mois pour permettre aux supporters de voir ce Ouais, match. d'être présent et de fêter Mais, en cas de victoire. voilà, mais l'équipe vainqueur, en contrepartie, ne jouera pas la prochaine Coupe d'Europe. Mais le problème, Alex, c'est que la saison 2020-2021 elle va être sacrément embouteillée avec le nombre de matchs, plus les compétitions internationales qu'il y aura au bout du championnat. Je te parle de la Coupe d'Europe, la Copa América, tu auras peut-être la CAN en hiver. Il y aura les matchs pour la Coupe du Monde. Hein. Voilà, ouais, tu as les matchs des équipes nationales. Donc, c'est difficile de trouver une date pour placer encore 2 finales. Et puis, démarrer une compétition en n'ayant pas fini la précédente, c'est curieux quand même. Ouais, ouais. Après, Et puis, ça permet à Lyon et au PSG quand même. Ah, on a perdu tous. Excusez-moi, j'ai été coupé parce que j'ai reçu un appel. Voilà, je suis revenu. Vous m'entendez? Ouais. Vas-y, tu peux y aller, Mousse. Ouais, non, donc je disais, je sais plus ce que je disais. C'est pour Paris et Lyon, c'est un bon entre Oui, guillemets. voilà, comme je te disais, c'est un super match de préparation pour terminer la compétition de la Ligue des Champions. Yes. Donc voilà, pour moi, je pense que c'était la meilleure solution. Et les décaler à la saison d'après ou au milieu de la saison qui suit, j'aurais trouvé ça un peu bizarre. Avec l'enchaînement des matchs, ça va être compliqué. Ça aurait été compliqué de les caler après. Yes. Alors là, je vous pose une dernière question, vraiment la dernière. Si Paris, par rapport à ce Final 8, si Paris va au bout, on pourra dire que Paris a gagné la Ligue des Champions ou pas? Bah oui, pourquoi Oui, évidemment. Voilà. Parce que c'est un format, voilà, dans le contexte actuel, ça va être un format particulier. Ouais, mais Comment vous l'appréhendez, vous, ce Final 8 en tant que supporter? tu sais, Alex, il faut bien la terminer cette saison hein, avec les conditions particulières qu'il y a. Malheureusement, ce ne sera pas dans son format classique, mais il faut bien la terminer. Et malheureusement, il n'y a pas d'autre choix que de privilégier ça dans une ville unique avec des confrontations directes pour les organismes, les joueurs. En plus, par exemple, regarde des équipes comme en Bundesliga qui vont terminer leur championnat mi-juillet et vont devoir encore réattendre avant de redisputer avec des champions. Donc, eux aussi, il va y avoir des trous, on va dire, un peu pour tout le monde. Donc, moi, je pense que peu importe le format choisi par l'UEFA, il faudra la disputer, il faudra la gagner. Le PSG, en plus, peut être avantagé sur ces matchs à sens unique parce que il y aura besoin, tu vois, pour les organismes de jouer un match aller-retour comme ça sera plutôt compliqué. Donc, pour moi, le PSG sera quand même un vrai vainqueur. Alors, moi, je pense, j'ai vu un peu les réactions sur Twitter, hein, je sais pourquoi tu poses cette question. Ouais. En gros, ça fera polémique que si c'est le PSG qui la remporte. Si c'est un club, ça ne posera de problème à personne. Et comme ça sera le PSG, on dira que c'est une fausse Ligue des Champions, etc. etc. Tu as compris l'objet de ma question. J'ai vu, ouais. Bon, les gars, en tout cas, je vous remercie énormément. On arrive au terme de cette interview. Donc, vraiment, merci pour le temps accordé à Synthé Inside. Ça a été super intéressant. Voilà, on a évoqué tout plein de sujets. Et écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt, j'espère. Merci, Alex, pour l'invitation. Bon courage pour la finale. Et puis que le meilleur gagne, même si le meilleur, c'est Paris. On ne sait jamais sur un match, Mousse, attention. Exactement. Rendez-vous le 24. 24. Ah, merci Alex. Merci pour l'invitation. Merci les gars. Encore. À très vite. Merci. Ciao.